peut-on dire, cette maudite année 2020, et pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Qu'est-ce qui ont été les événements les plus marquants de cette année pour Abordons d'abord le lockdown. Le lockdown. Ouais, pays lock. Oui, ça a été une année difficile. Bon, je n'aime pas employer le terme maudit. Alors je l'enlève. Oui, c'était une année très difficile, et pas pour nous seulement en Haïti, et c'est pour l'humanité, ouais. Parce que on a dû faire face au phénomène, à la pandémie mortelle, coronavirus. Mais en ce qui nous concerne en Haïti, nous avons été les éléments de nos propres problèmes, en ce qui a trait à nos déchirements politiques, cette histoire de pays loc qui a fait beaucoup de tort à l'économie du pays, et puis l'ambiance d'incertitude malgré le corona. Heureusement, nous sommes protégés par Dieu. Je me dis qu'il y a un miracle. Certains gens disent que le lockdown a eu quand même un effet positif sur les gens. Dans quel sens? Le fait qu'ils étaient contraints qu'elles étaient contraintes de rester chez elles. D'exercer le confinement. Avant la lettre. Avant la lettre, voilà. Très avant la lettre. Oui. D'exercer le confinement. Mais c'est très malheureux. C'est très malheureux qu'on a eu cette douloureuse expérience de pays fantômes pendant deux longues occasions, et qui a fait beaucoup de dommages à l'économie du pays et aux jeunes, à l'éducation. Mais il faut apprendre de tout cela pour éviter de se retrouver dans la même ambiance. Et c'est mon souhait. Et en ce qui a trait au coronavirus, c'est encore... Alors, avant le corona, oui. On aurait aimé rester un petit temps sur le lock, parce qu'il y a quand même cette histoire de l'huile à répandre sur la chaussée. C'est malheureux. Des appels aux jeunes qui doivent protéger leurs barricades. Ça, c'était les paroles de l'année quand même. Hein. On invite les jeunes à rester devant les barricades pour les protéger. C'était des paroles regrettables. Parce qu'on a eu des moments de lutte, je dirais, de notoriété patriotique, c'est-à-dire lutter contre la colonisation du pays, contre l'esclavage. Pour moi, c'était nécessaire, c'était héroïque. Lutter à un moment déterminé contre l'occupation américaine, c'était aussi héroïque. Lutter à un certain moment contre la dictature des Duvalier, pour moi aussi, c'était nécessairement patriotique. Mais continuer dans cette voie de confrontation, je dirais presque ridicule. Et je pense qu'il faut commencer à nous poser des questions. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Puisque nous avons choisi de construire une société démocratique, et la démocratie, c'est le vivre ensemble. La démocratie, c'est le consensus. On ne peut pas faire de démocratie sans démocrate, ni construire une république sans républicain. Il faut avoir l'esprit républicain pour faire d'Haïti une véritable république. Alors, pour moi, c'est un problème d'intolérance et d'impatience politique qui explique ce type de conflit à répétition, particulièrement depuis 1986. Oui, tout à fait d'accord avec vous, Evans Paul. Cependant, il est bien connu que pour faire la guerre, il suffit qu'une des deux parties le veuille, alors que pour faire la paix, il faut obligatoirement être deux. Comment obliger quelqu'un à s'engager sur le chemin du consensus, sur le chemin du dialogue, sur le chemin du vivre ensemble, si cette personne se refuse à le faire? Quelle est la solution? Comment sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, c'est de bien comprendre ce que c'est
que la démarche démocratique. C'est-à-dire, les conflits sont inévitables dans toutes sortes de sociétés. C'est pour cela que les philosophes avaient même prévu cette dynamique de pouvoir, que le pouvoir arrête le pouvoir, cette démarche de délégation de pouvoir pour agir dans le sens de la communauté. C'est-à-dire, la population délègue une partie de ses responsabilités aux élus, aux gens qui doivent agir au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement et à d'autres types de responsabilités connexes, les collectivités territoriales, le pouvoir judiciaire. Et c'est à ces gens-là de savoir comment chercher la concordance des points de vue et pour garantir l'équilibre de la société. C'est ce qui manque dans le pays. On a un Parlement. Le Parlement, c'est une diversité de personnes, d'opinions, de sensibilités, appelées justement à concilier les points de vue pour le bien-être de la société. Et voilà qu'on a assisté à une tendance de confrontation interminable entre exécutif et parlement. Et alors, il n'y a jamais eu un consensus sur quoi que ce soit. Moi, depuis environ 40 ans, on ne s'entend sur absolument rien que sur la Constitution, les élections. Tout est conflictuel, tout est à la base d'un conflit, et le plus souvent un conflit insurmontable. Même la question de la démographie, la question de l'environnement, même les problèmes qui rendent le pays de plus en plus vulnérable, comme nous sommes un pays menacé de problèmes sismiques, cycloniques, nous sommes souvent victimes de catastrophes naturelles, mais il n'y a aucune entente, aucune politique publique, aucun comportement, même pour enseigner aux jeunes, même pour la postérité. Et pour moi, c'est ce que j'appelle la très grave crise politique que traverse le pays. Oui, mais M. Paul, ça c'est un constat. Et vous venez de dire vous-même que vous faites ce constat depuis 40 ans. Depuis environ 40 ans. Voilà, mais où est la porte de sortie? Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment aujourd'hui, au lieu de ressasser et de regretter cette absence de dialogue, de recherche de consensus, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer vraiment de mettre le doigt sur, même si ça doit prendre une génération, mais comme le disait l'autre, le plus long des voyages commence par le premier pas. Oui. Quel doit être ce premier pas? Oui. L'éducation? Oui, je l'ai situé il y a 40 ans, mais ça doit remonter un peu plus loin. On a eu toujours des problèmes, et peut-être depuis la naissance même de la nation. C'est ce qui a expliqué l'assassinat de Dessalines. Voilà. 2 ans après l'indépendance du pays. Il y a toujours eu un problème entre les gens hauts, les gens bas, entre les gens qui sont formés, les gens qui sont moins formés, les gens qui vivent à l'intérieur, les gens qui vivent à l'extérieur, les gens qui sont dans la politique versus les gens qui ne font pas de politique, les gens qui sont bourgeois qui ne le sont pas, les gens à peau claire ou à peau noire. Et il y a toujours eu ce type de problème. Moi, je pense qu'il est temps de transcender ces clichés, parce que nous appartenons tous à une communauté qu'il faut construire et laisser à la postérité. Et c'est ça qu'il faut faire l'effort de comprendre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire avancer les choses en cherchant systématiquement à éliminer l'autre, parce que l'autre, c'est peut-être un aspect du problème, mais doit être converti en élément de solution. C'est ça le sens de mon message depuis quelque temps. 2020 aura été marqué par un carnaval troublé par la violence.
C'est en 2020 aussi qu'on a vu apparaître le groupe Fantôme 509. Bref, l'insécurité est très présente dans les esprits au cours de 2020. D'abord, voyons pour le carnaval. Vous avez vu et vécu la sortie spectaculaire du groupe Fantôme 509. Est-ce que à ces moments précis, vous ne vous êtes pas posé certaines questions à savoir est-ce que vous êtes en Haïti ou est-ce que vous n'êtes pas ailleurs, Evans Paul? Nous vivons à une ambiance systématique de dégradation de la société et il y a une tendance à répandre les mêmes mauvais clichés. C'est-à-dire même les gens qui sont des jeunes qui sont des écoliers, leur réaction, des policiers, comment expliquer que les policiers se convertissent en agents du désordre? C'est du jamais vu. Mais ces policiers-là appartiennent à une société en constante dégradation. C'est-à-dire, ils représentent une sorte de modèle de société. Et c'est ça le grand problème. Il appartient aujourd'hui aux gens qui sont devant de la scène, les gens qui font partie de l'élite sociale du pays, pas les gens qui font seulement de la politique, ou bien les gens qui sont des possédants, mais je parle des gens qui sont des professeurs, qui sont des journalistes comme vous. Il y a un problème idéologique et je pense que ça concerne tout le monde, ça concerne les églises. J'estime qu'il y a trop d'excitation dans les langages, qu'il faut privilégier la modération parce que en tout, même s'il y a des intérêts à préserver, mais l'essentiel, il faut toujours chercher l'intérêt de la société, la voie du vivre ensemble. Précisément, il y a un certain nombre de gros dossiers qui, depuis quelque temps, sont en suspens, au point qu'on peut même se demander s'ils n'ont pas été enterrés, purement et simplement. Je vais m'arrêter à deux d'entre eux. Un, le procès Petro-Caribé. Deux, l'assassinat du bâtonnier d'Orval. Voilà deux dossiers qui ont fait l'actualité pendant des mois, des années, et dont aujourd'hui on n'entend plus parler. Comment vous expliquez ça? Eh bien, exactement. Et là, nous sommes en train d'analyser les événements particuliers de 2020. Mais il y a eu, je dirais, toute une constante d'affaiblissement de l'État, de défaillance même de l'État. Et comment organiser un procès sans une structure de justice qui fonctionne? Parce que avant de parler de procès, il faut pouvoir se référer à la justice. Or, la justice est constamment mise en question. Les juges sont souvent contestés, vilipendés. Il n'y a pas de confiance dans le système judiciaire. Alors, pour qu'il y ait procès, il faut d'abord qu'il y ait un système de justice qui fonctionne et qui est accepté par toutes les parties. S'il n'y a pas d'arbitre, il est difficile d'avoir un match. Alors, le problème est là. Il n'y aura jamais de procès si on n'a pas une structure, je ne veux pas parler de système, une structure de justice, un pouvoir judiciaire qui fonctionne et qui a la confiance des gens. Le problème est là, le problème est d'ordre structurel. Petro-Caribé est conjoncturel, mais le problème de la justice, fondamentalement, est structurel. Tant qu'on ne résout pas le problème de la justice, et ça ne concerne pas uniquement Petro-Caribé, et on pouvait parler de l'assassinat de Maître d'Orval et d'autres, mais si on veut se référer un peu plus loin, l'assassinat de Jean-Dominique,
jusqu'à présent, c'est dans l'impasse. Parce que le problème de notre justice reste toujours le problème fondamental. Une structure de justice qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal, qui n'a pas la confiance de la population. Moi, j'ai entendu que le juge qui est sur le dossier de Petro-Caribé, il a été contesté, il a été accusé de partisanerie. Et plus tard, si on veut faire référence à l'assassinat de Maître Dorval, j'ai entendu que le juge a réclamé qu'on lui donne des moyens pour sa sécurité. J'ai entendu que des éléments de preuve sont disparus au tribunal. Si on ne peut même pas gérer les éléments de preuve, on ne peut même pas garantir la sécurité du bureau d'un juge, comment faire un procès équitable? Alors, le problème pour moi est d'abord d'ordre structurel. Il faut être capable de prendre le temps pour corriger ce qu'il faut corriger, pas en fonction d'un clan, d'un pouvoir, mais pour les besoins de la société. D'une manière plus générale, peut-être même plus philosophique, vous venez de mettre le doigt sur les défaillances que nous constatons tous les jours du système juridique en Haïti, mais si vous deviez, pour 2021, donner une priorité dans ce domaine-là à la lutte contre la corruption ou la lutte contre l'impunité, qu'est-ce que vous choisiriez? Corruption, impunité, c'est la même chose. Un corollaire de l'autre. C'est la même chose. Corollaire. C'est l'impunité qui explique qu'il y a une sorte de propension de la corruption. C'est ce que j'allais dire. Quand j'ai essayé d'opposer corruption et impunité, dans mon esprit, c'était de dire, s'il y avait eu un effort qui avait été fait pour ralentir ou pour mettre fin à cette impunité, en d'autres termes, si quelques gros zouzounes avaient été arrêtés, condamnés, est-ce que ça n'aurait pas eu une influence positive sur la diminution de la corruption? Moi, j'aimerais voir cette situation de manière très responsable et très équilibrée. On ne joue pas avec la justice. Et j'ai entendu souvent qu'on parle de tracer l'exemple. Moi, j'estime qu'il faut faire attention pour ne pas donner l'impression d'exercer la justice, et puis c'est juste de faux semblants. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas abuser du droit d'un citoyen, de vilipender une personne, de servir de quelqu'un comme bouc émissaire. Et ça, ce serait très mauvais pour la société. C'est pour cela qu'on utilise toujours le mot équitable. Équitable veut dire qu'il faut d'un côté préserver les intérêts, de garantir les intérêts de la société, mais aussi préserver le droit des individus, parce que tout accusé est présumé innocent. Il faut, dans un procès équitable, que ces personnes-là soient capables de se défendre librement, et que c'est la justice, en fonction des faits établis, qui finalement décide en toute justice. Et c'est ce qui peut garantir l'équilibre de la société. Janvier 2020, deuxième lundi de janvier, c'était donc la fin de la législature, la dernière législature évidemment. On parle de fin de la législature au début du gouvernement par décret. Et on aura constaté au cours de cette année la sortie de plusieurs décrets, dont certains demeurent jusque-là très fameux, celui portant création de l'Agence nationale d'identification, ANI. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose?
Je dirais qu'il faut situer ces décrets dans le cadre de notre grave crise de société. On n'aurait pas dû avoir de décret. Si le système démocratique fonctionne, on a, selon la constitution du pays, un pouvoir qui est censé placer pour prendre les lois. C'est le Parlement. Et on ne devrait pas avoir de vide du Parlement. On ne devrait pas avoir une situation que ce soit un président qui décide de tout. Et c'est ça le problème. Pourquoi on devait arriver à cette ambiance de dysfonctionnement de notre système, ou bien de notre projet démocratique. Et le problème est là. Le problème est d'ordre structurel. Pourquoi on n'a pas pu renouveler à temps le Parlement? Pourquoi il y a toujours un dilemme? Et maintenant qu'il y a une discussion, qu'il faut discuter du temps constitutionnel versus le temps électoral, toute une sorte d'amalgame. Alors pour moi, tout ça c'est regrettable. Tout ça c'est regrettable parce que ce sont des besoins pour la société. Et qu'il y ait un nouveau code pénal, personne ne peut contester le besoin et la nécessité d'un nouveau code pénal. Mais tout est dans la façon de faire. Qu'il y ait la création d'une agence d'intelligence. C'est nécessaire pour le pays, c'est nécessaire pour la société. On a parlé de démographie croissante de la population, il y a aussi croissance de délinquance. Et il faut avoir une approche sophistiquée pour combattre la délinquance. Mais tout ça doit se faire dans un cadre de concertation au lieu de la manière que nous le constatons actuellement dans la division